Bonjour, bienvenue, c'est une vidéo détente, fin de campagne de Kickstarter. Alors je vous mens un petit peu, moi officiellement aujourd'hui il est 17h. On est à 3 heures, vous voyez devant l'écran, là, on est à 3 heures de la fin de la campagne, simplement parce que j'aurais pas le courage de vous faire ça, je pense à 20h, je serais trop fatigué et j'ai pas vraiment envie de vous faire attendre demain dans la journée. Donc je me suis dit que voilà, j'allais vous faire ça maintenant. De toute façon, à moins d'un sursaut de dernière minute sur les 3 dernières heures, ça devrait pas changer le goût dans la soupe et à ce moment-là, je serai encore plus content et je vous referai une autre vidéo, mais je pense pas. Donc déjà merci encore une fois, merci 55 000 euros avec sur le site, je vais vous en parler dans pas longtemps, mais on doit être à 50, on est à 62 000, quelque chose comme ça. Donc déjà ceux qui se posaient la question, oui le palier des 55 000 est débloqué, mais je pense que vous le saurez avant moi, avant que la vidéo sorte en tout cas. Le palier des 60 000 est bien entendu aussi débloqué, donc les armes, les armures, tout ce qu'on vous avait promis en plus est débloqué. Tout ça, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. Et ça nous fait plaisir parce que vous nous avez fait plaisir tout ce mois-ci. C'était incroyable. En vrai, le premier Kickstarter, c'était une torture. Parce que voilà, il fallait atteindre les 15 000. On était au fil du rasoir, on n'en pouvait plus. En vrai, là, ce mois-ci, ça a été une promenade. Peut-être même un petit peu de fainéantisme de notre côté au niveau de la communication externe. Parce que on avait largement ce qu'il faut et qu'on n'a pas de toute façon une volonté à l'heure actuelle à aller manger plus loin que ce qu'on est capable de fournir, ce qu'on est capable de vous envoyer derrière. Elle a déjà 550 colis pour 2 personnes, ça va être un travail monstrueux, il va falloir avoir une logistique incroyable. Donc voilà, franchement, ça sert à rien pour nous de booster, d'avoir 2000 personnes et de galérer à vous les envoyer. Voilà, donc 550, on est très content, on voit déjà la charge de boulot que ça va procurer. Largement suffisant. Alors après cette intro de 2 minutes extrêmement longue, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors ça va être une one shot, parce que j'ai pas envie de la faire en 40 prises celle-là, j'ai pas envie de la faire en 50 fois, je vais dire plein de choses, donc je vais bafouiller, je vais faire tout un tas de choses, je vais avoir des mots qui sont pas les bons, mais c'est pas grave, vous me pardonnez, vous écoutez ça en mode podcast et vous regardez l'écran une fois de temps en temps quand je vous dis qu'il y a un truc intéressant à regarder. Sinon on va parler donc dans cette vidéo bien sûr de la campagne, on va parler un petit peu des statistiques, voir comment ça s'est passé, je vais vous dévoiler les chiffres sur les sites internet et puis je propose qu'on regarde ensemble les vainqueurs des tournois, parce qu'il y avait donc ce fameux tournoi qui est ici de création. D'ailleurs je me suis rendu compte que là il manquait un S à armure et je m'en suis rendu compte tout à l'heure, donc après 30 jours. C'est pas grave, donc il y a un objet, une armure, une arme et un héros qui ont donc été sélectionnés sur l'encyclopédie. Alors les votes n'ont pas tant bougé que ça en fait en termes de qui était le vainqueur depuis une dizaine de jours. Du coup je me suis dit que dans les 3 dernières heures de la fin il y avait peu de chances que ça bouge, donc je me suis permis de les faire en avance et de les valider. Mais je pense pas que ça bougera plus que ça. Donc je vais vous montrer ça bien entendu. On va regarder peut-être un petit peu ensemble, on peut rentrer en détail dans ce qui a été débloqué. On n'a pas parlé des héros, on n'a pas parlé du paladin, on n'a pas tellement parlé de l'élu divin, on n'a pas parlé de tout ça. Donc je peux rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus. Je vais vous parler peut-être des figurines, je vais vous parler des 20 cartes runes et armures qui ont été débloquées. Alors là il y a marqué 16 cartes, mais avec les 60 000, ça sera une vingtaine. Donc il y a 20 cartes armes qui ont été débloquées, elles sont pour la plupart déjà faites. J'ai pris un petit peu d'avance là-dessus. Donc en gros, c'était un petit peu ça le travail de la semaine. Avant d'attaquer ça, donc sur la semaine, sur le chapitre 2, entre guillemets, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a été beaucoup de création d'armes, d'armures. On a fait pas mal de logistique, d'administratif et de choses comme ça aussi. On était pas mal pris par ça cette semaine. Et on ne veut pas rusher les prises de décision sur les déplacements, les portées. Les portées, on est pas mal calé. Les déplacements, on est encore en réflexion. Et là, on va tester avec des objets qui permettent de tripoter un petit peu les valeurs. Donc voilà, on a pas mal de choses à voir à ce niveau-là, mais on est plutôt sûr de nous. Et quand on aura fini ça, on attaquera pour nous le print d'un prototype. Puis ensuite, on attaquera la narration. Donc on passera en mode écrivain et on retournera comme quand on avait écrit le bouquin et ce sera parti. Je vois que vous êtes déjà pas mal aussi à avoir pris les devants sur la prise de commande sur le site internet pour compléter vos commandes. On a pas mal de commandes qui sont tombées dernièrement avec les fameux numéros de contributeurs. Donc vous avez effectivement commandé que ce soit les figurines, que ce soit pareil, il y a donc Divine Corruption Renaissance, notre autre jeu qui est un jeu de cartes en mode puputerie 200%. C'est un peu la politique à la maison, mais avec de la magie quoi.
Vous avez pas mal commandé les dés, les sets de dés, les protège cartes. Il y a pas mal de commandes qui sont tombées. C'est super sympa de votre part de continuer à faire fonctionner alors que vous nous avez déjà donné de l'argent ce mois-ci. Merci à tous. On excuse bien entendu parce que j'ai un pote qui est dans ce cas-là. Ceux qui n'ont pas pu donner, on sait qu'il y a des potes qui auraient voulu donner, on vous excuse, on sait que voilà, des fois la vie c'est pourri, nous-mêmes on n'est pas riches, des fois t'aimerais acheter un truc et tu peux pas, t'aimerais faire plaisir aux copains et tu peux pas, c'est pas grave, on s'en fout. D'ailleurs je réponds à la question parce que j'étais un petit peu colère tout à l'heure, mais pas contre les gens qui me posent la question, mais contre le système en fait. Des gens qui me posent la question tous les jours, je l'ai eu 3 fois la question en une journée de 3 personnes différentes par exemple, qui me disent est-ce que dans la boîte il y aura le même contenu, est-ce que j'aurai la version Kickstarter si je ne peux pas participer au Kickstarter et que je l'achète en boutique, ou si je l'achète plus tard parce que là j'ai pas le budget. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ce qui est débloqué en stretch goal chez nous, c'est rajouté dans la boîte. Vous nous avez donné les fonds pour pouvoir acheter ce jeu et rajouter du matos dedans. J'ai pas envie de l'offrir qu'à ceux qui font un stretch goal, qui font le Kickstarter, pardon. Donc voilà, ce sera rajouté dans la boîte. Les boutiques qui vendront le jeu auront le même contenu. Ceux qui nous l'achèteront sur le site plus tard auront le même contenu. Ceux qui l'achèteront en événement auront le même contenu. La boîte est la même pour tous. Alors, ça pose 2 questions. Les gens me disent, mais quel est l'intérêt alors pour nous de participer au Kickstarter ? Ceux qui participent au Kickstarter, ils sont là pour Kickstarter, donc ils sont là pour nous aider par amour du projet et par amour peut-être de nos personnes, ou parce qu'ils ont vraiment l'envie de donner de l'argent à des gens, un projet dans lequel ils croient tout simplement, sans parler d'amour. C'est ça un Kickstarter. Donc là, vous allez quand même avoir le petit cadeau avec le dé, mais c'est pas du fonctionnement de jeu. Pour nous, le contenu qui a matière à être dans la boîte est dans la boîte. Point. On avait fait un petit plaisir à ceux du Kickstarter du chapitre 1 qui avaient un perso supplémentaire, enfin 3 persos supplémentaires quand ils nous donnaient 120 balles. Mais si vous regardez bien, c'est pas des mécaniques révolutionnaires, c'est des choses qui existent déjà, vous perdez rien. C'est ce que je dis aux gens, souvent ils me disent j'aimerais bien les avoir, je dis on n'en a plus, mais en vrai, d'un point de vue mécanique, vous ne perdez rien. S'il y avait des mécaniques intéressantes à faire, vraiment des choses qui révolutionnent, qui poussent le fonctionnement du jeu, c'était dans la boîte, c'est dans la boîte et ça sera toujours dans la boîte. Voilà. Je veux pas que quelqu'un, sous prétexte qu'il avait l'argent au bon moment et qu'il était là, il ait du contenu plus intéressant que la personne qui arrive derrière. Il n'y a pas de raison que cette personne joue à un jeu moins cool. Moi j'ai découvert Dice Forge il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie d'acheter un jeu où on me dit ceux qui ont acheté avant toi ils ont eu un meilleur jeu quoi. Je trouve ça complètement absurde. Donc du coup voilà, pas de panique à ce niveau-là. Si vous pouvez pas maintenant, c'est pas grave, vous pourrez peut-être plus tard. Si vous pouvez jamais, c'est pas grave non plus. Enfin c'est triste parce que pour nous, mais pour vous aussi, mais c'est pas grave. Et si vous pouvez plus tard, ou si vous voulez simplement aussi, il y en a des gens qui veulent participer, mais qui veulent prendre ça dans leur boutique locale parce qu'ils ont envie de faire tourner leur boutique locale. Et je peux parfaitement comprendre qu'on ait besoin, qu'on ait l'envie de faire participer le commerce local. Et je trouverais dommage que le commerce local ne puisse pas vendre ce que nous on vous vend. Voilà. Donc, pas de panique à ce niveau-là. Ça, c'était le petit mi-coup de gueule, mi-machin, parce que ça me dégoûte les gens qui font ça, quoi. Sous prétexte que tu étais là au bon moment, bah, tu vas attraper 4 personnages de plus, et du coup, tu vas pouvoir ressortir ta boîte 10 fois de plus, et celui qui l'a acheté après, bah, sa boîte, quand il aura fait 3 parties, il aura plus de contenu, quoi. Allez vous faire foutre. Voilà. Ça, c'est la colère. Je suis de bonne humeur, du coup, je suis en colère. Ceci étant dit, donc voilà, 55 000, je pense qu'on sera à peu près 55 000, entre 55 et 56 dans les 2 heures. Se rajoute à ce montant-là, ce que je vais vous montrer tout de suite, on va parler de ça après, 7118 euros, 5340, pardon, j'arrive plus à lire, si on compte le résultat net, qu'on fasse l'un ou l'autre. Alors en vrai, celui-là c'est plutôt l'officiel parce que sur Kickstarter, on perd des pourcentages, des machins, des frais de charge, mais ce qui est calculé, bien sûr, c'est le net, c'est le brut, pardon, c'est pas le net. Du coup, là, c'est un peu le même principe. En gros, là, il y a le brut. Là, alors, il y a marqué 17 000% en plus, mais c'est par rapport au même mois de l'an dernier. Sauf que même mois de l'an dernier, on n'avait rien à vendre. Et je crois que les 40 balles, c'est genre une presta informatique à la con. Donc, en vrai, voilà, faut pas du tout en vrai, c'est pas 17 000% par rapport au mois dernier. Hein. C'est pas de panique. On n'en est pas à ce point-là quand même. Mais 17 000% par rapport à l'an dernier, parce qu'on n'avait rien à vendre, donc ça faut pas s'en soucier. Mais voilà. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est que voilà, 106 commandes de plus sur le site, hein, principalement du chapitre 1, avec du matos. Là, dans les derniers jours, donc les gens qui se sont fait plaisir pour rajouter des trucs pour tout recevoir en même temps et pas payer les frais de port, je vous renvoie à la dernière vidéo sur YouTube pour ça. Sinon, au total des ventes 7 000, ce qui nous pousse à peu près, si là on considère qu'on est à 56 000, plus 7 000, ça fait du 62, 63 000, 64 000 grand max. On ne devrait pas être au-delà de ça, ce qui veut dire que au moment où vous regarderez cette vidéo, ce truc-là sera débloqué. Donc vous avez les 20 cartes de runes et d'armure supplémentaires. Et ici, on est à 20-21 cartes d'armes débloquées.
Donc tout ça c'est super cool, je propose un petit peu pour fêter ça, pour vous faire plaisir, de regarder un petit peu les créations qui ont gagné sur l'encyclopédie, peut-être de refaire un tour sur le paladin, refaire un tour sur la roublarde, refaire un tour sur tout ça, parler autour du jeu, c'est la détente. Moi c'est ma soirée détente, d'habitude je fais des vidéos un peu plus poussées, là j'ai envie de blablater. J'ai envie de raconter ma vie en mode podcast. On a débloqué donc sur ce financement participatif, on va peut-être les faire dans l'ordre. On avait commencé par le paladin. Le paladin qui est donc ici, qui sera le seul défenseur soigneur du jeu. Alors celui-là il a déjà tourné en avant-première et en vrai on n'a presque rien changé par rapport à la version avant-première, juste sa compétence de niveau 5 qui était un peu pété, et si je ne m'abuse on a touché un petit peu ses caracs ici. En gros il peut soigner niveau 3. Il a aussi un autre effet passif qui dit que ses jets de foi sont critiques dès lors qu'il fait un 19 ou un 20. Donc en gros, il a une chance sur 10 au lieu d'une chance sur 20 de faire des critiques sur des jets de foi. Alors je le dis, si jamais quelqu'un regarde ça, qu'il a un doute un jour, bien sûr, jet de foi si son arme utilise la foi, par exemple la masse du Meil, bien entendu, ça marche. La foi, il peut faire des critiques, donc avec ses armes sur 19-20, à partir du moment où c'est une arme qui utilise la foi. Protection divine, donc en gros il s'invoque un bouclier au niveau 5 qui lui permet d'absorber encore plus de dégâts, sachant que les dégâts sont absorbés après sa propre réduction de dégâts. Donc en fait son armure et son bouclier font le taf, et s'il en reste encore, c'est son bouclier magique, sa protection divine qui fait le boulot. Donc lui il aura bien sûr ses petits tokens, il aura tout un tas de choses hyper sympas. La roublarde qui débarque avec une compétence opportuniste. Donc le but en fait va être de décaler une attaque qu'elle devrait prendre sur la tronche, elle la redirige sur un allié ou sur un ennemi. J'ai pas l'impression que j'ai la dernière version parce que je pense que ça devait être si la cible est un monstre, ça doit être adjacente à l'attaquant, c'est ça que je voulais voir. Donc effectivement en gros je suis la roublarde, je vais prendre une mandale parce qu'en fait il faut bien penser que elle, par exemple au chapitre 2, elle va être au milieu de la mêlée parce qu'elle est au corps à corps, mais c'est une chips, donc elle prend 3 claques, elle est au tas. Donc son attaque compétence de niveau 3 va être de pouvoir rediriger, donc pour 1 d'endurance, elle redirige l'attaque vers un pote adjacent, vers un allié même tout court. Si elle veut rediriger vers un monstre, ça lui coûte un peu plus cher, mais elle peut aussi rediriger une attaque qu'elle devrait prendre dans la tronche pour la rediriger vers un ennemi. Donc elle va esquiver les attaques comme ça et se permettre de survivre comme ça. La roublarde, ensuite au niveau 5, récupère un objet consommable infligeant des dégâts dans la pile de l'alchimiste et elle peut l'utiliser à son tour. Donc vous avez bien sûr les bombes, les couteaux, et vous en avez des nouveaux qui débarquent au chapitre 2, notamment le baril de poudre. Il pique les fesses, le baril de poudre. Il est un peu compliqué à utiliser, mais quand ça sort, ça fait très mal. On a ensuite le forgeur, je vous en parlerai après, c'est pas du tout le concept. On avait débloqué l'imprégné d'Ilus et l'élu divin. Donc j'ai pas du tout fait dans l'ordre, je me contredis. L'élu divin, allez on est parti, on va faire Gaffi. Passif, l'élu divin, c'est un défenseur à 3 points de vie. Donc en gros, l'élu divin, s'il devait prendre une mandale qui le bute, ça le bute pas. Et il reste à 1 point de vie et il crée un jeton destin. Alors pour ça, il doit avoir au moins 2 PV. S'il a 1 point de vie qui reprend une claque, il meurt. Mais à chaque fois que son effet passif se déclenche, il crée un jeton destin. À n'importe quel moment, il peut balancer 3 jetons destin et contrer un événement joué par le MDD ou déclenché, quand vous jouez sans MDD bien sûr. Un événement qui est déclenché, il peut l'annuler exactement de la même manière. La seule contradiction, c'est qu'il faut que l'événement touche un joueur ou leur équipement. Il ne peut par exemple pas stopper une attaque de la horde, mais il peut stopper une brisure, un éboulement, ce que vous voulez, à partir du moment où ça cible un joueur ou son équipement. Au niveau 5, l'instinct surnaturel qui lui permet d'esquiver les attaques, et en plus il récupère un passif qui lui permet de dire qu'il lance ses jets de défense après le MDD. Alors quand vous jouez sans MDD, vous connaissez les valeurs, elles sont fixes, donc à ce moment-là, le passif n'a pas d'intérêt, puisque vous savez déjà si vous voulez prendre le risque de lancer votre dé ou pas. Quand vous jouez avec un MDD, il lance son dé, il vous dit ok, mon résultat c'est 25, est-ce que tu veux prendre le risque de passer 25? Ok, 25 c'est chaud, je vais faire ma défense. Si 25, si l'autre il fait 8, vous dites 8 c'est large, je lance mon dé, je suis sûr de passer. Donc vous savez où vous allez. Il est un petit peu, c'est un peu le personnage qui voit le destin, qui voit l'avenir à vraiment courte durée, mais du coup voilà, ça se traduit par ça dans ses compétences.
Et on va terminer avec l'imprégné d'Ilus, qui est probablement l'un de mes personnages préférés en termes de lore. Je vous encourage à aller sur l'encyclopédie pour lire ce personnage, lire vraiment les histoires. Enfin, moi, j'aime raconter des trucs, et l'univers qu'on est en train de mettre en place me botte le derche, et j'ai un peu hâte de pouvoir faire du vrai jeu de rôle dans ce truc-là. Donc elle peut infuser les armes, son arme ou celle d'un pote, ce qui fait que l'arme inflige plus de dégâts et elle ignore la réduction aux dégâts, donc ça permet de foutre de la magie sur les armes des potes. Et à tout moment lors d'un combat, au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 15, l'imprégnée d'Ilus choisit un allié ou elle-même. Elle peut, ce tour-ci, tous les ennemis attaqueront cette cible sans exception. Donc tous les ennemis, même ceux qui sont à distance, tout le monde se jette sur ce joueur. Donc concrètement, en général, on cible le tank. Ça permet de maîtriser le champ de bataille. Ça s'appelle la distorsion du voile. Je vous parle même pas de sa compétence de niveau 7. Je vous ferai un plaisir un jour, mais sa compétence de niveau 7, ce personnage, je pense, va devenir un de mes personnages préférés du jeu. On parlera du forgeur juste après, puisque voilà, ça c'était un petit peu pour vous parler personnage. Je peux vous parler aussi, alors là c'est un peu dégueulasse, on est à la maison, mais je peux vous parler des runes et armures donc, que vous avez débloquées à 60 000. Donc le palier que vous saurez vous dans 2 heures qu'il est débloqué. En fait, les runes sont celles-là, ce sont les runes donc de concentration. Alors je vous rappelle, la concentration c'est quoi? Ça a changé un peu. En gros, à chaque fois que vous allez louper un jet, louper une attaque, louper une défense, louper ce que vous voulez, vous allez gagner un jeton concentration. Okay, à n'importe quel moment, vous pouvez craquer 3 jetons concentration et vous pouvez ne pas lancer de dés et faire un 10 naturel. Donc vous lancez pas de dés, vous considérez que vous faites un 10. En gros, c'est ça, la concentration. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir reprendre un peu la main sur votre chance et vous dire à certains moments, surtout sur des jets de validation, auprès d'un jet de force supérieur ou égal à machin, vous dites un 10, ça suffit, je craque ma concentration, je veux que cette capacité passe, je veux pas la laisser à la chance. Voilà, parce que des fois, on a vraiment la poisse. Donc en gros, et c'est pour effectivement répondre à ce que un d'entre vous avait dit, la concentration, vous voulez la mettre sur des jets réussis. En fait, c'est un peu con, effectivement, parce que plus tu as de la chance, plus tu auras la possibilité d'avoir de la chance avec la concentration. Ici, plus tu as la poisse maintenant, je suis d'accord avec lui, plus tu as la poisse, plus tu as de concentration, moins tu dépends de la chance. Voilà. Donc concrètement, ça va te permettre de contrecarrer un petit peu les gens qui ont une poisse pas possible. Donc il y a des runes de concentration qui vont débarquer, qui ont pour effet de vous permettre non pas de générer plus de concentration ou quoi que ce soit, mais de pouvoir en stocker plus, puisque normalement on peut stocker 3 jetons de concentration et pas plus. Donc après on utilise 3 pour utiliser la concentration et on ne peut en stocker que 3 sur nous. Donc en fait on est vite à max et on l'utilise. Pouvoir en stocker un peu plus, ça va vous permettre de réfléchir un peu plus stratégiquement quand est-ce que vous pouvez l'utiliser, parce que vous savez que vous avez un petit peu de marge. Voilà, ça évite de se dire merde, là j'aurais pu générer un jeton de concentration, mais je suis à fond, je peux pas, donc je suis baisé. Donc en gros, ce sont des runes qui vous permettent, elles sont ici, ce sont des runes qui vous permettent, alors bien sûr il n'y a pas les dessins, elles datent d'il y a un jour, faut nous excuser, c'est un magnifique point, c'est soit rien, soit un magnifique point d'interrogation, celui que vous avez, parce que Colline dessine vite, mais pas aussi vite que ça. Donc voilà, elle permet donc d'avoir 5 jetons de concentration au lieu de 3, donc ça c'est la rune supérieure, et elle fait quand même plus une caractéristique au choix, parce que sinon on peut se dire quand même plus 2 en foi, 2 en intelligence, c'est quand même plus intéressant qu'avoir ça, donc on lui a quand même mis un petit plus 1 caractéristique au choix. Donc ça bien sûr, ça sera aussi fonctionnel dans le chapitre 1. À l'opposé donc de cette rune qui vont faire partie du très peu de cartes qui ne seront pas rétro-compatibles, puisque la portée n'a aucun sens dans le chapitre 1. Donc vous avez effectivement des runes de précision classiques et supérieures qui débarquent, qui permettent d'augmenter la distance de 1 ou 2. Et on a fait un petit tour là, il n'y a pas longtemps, donc la semaine dernière, on a joué avec quelqu'un qui est venu donc, dans l'entreprise pour nous aider et qui est là pendant 1 mois, donc il va nous booster nos tests, ça va être tellement plus pratique qu'il soit là. Merci Kevin si tu nous entends. On a testé en fait Horde de Veyel du chapitre 1 au chapitre 2 en gardant les règles de combat, donc il y a juste la distance et les portées qui se calent, ça devient un jeu d'échecs, l'explosion des possibilités et de l'optimisation mais c'est incroyable à quel point le jeu est passé de mollo, les gars on se détend, on y va sans réfléchir en mode débutant, à vous avez intérêt à réfléchir et serrer vos slobs, parce que à 1 case ou 2 cases de portée, ça fait la différence entre 3 personnages morts et un truc qui se passe mais hyper facilement quoi. Donc ceux qui cherchent de la difficulté dans le chapitre 2, c'est pas de la complexité dans les règles, c'est de la complexité dans la résolution, dans l'optimisation de ce que vous pouvez faire. Il y aura une grosse différence, encore plus un fossé qui va se creuser entre celui
Pas celui qui connaît les règles parce que les règles sont pas complexes, mais celui qui a poncé le jeu et qui réfléchit à son tour, et celui qui va un peu à l'emporte-pièce et qui réfléchit pas. Les taux de réussite vont être drastiquement différents. D'ailleurs, ça se sent déjà pas mal dans le chapitre 1 entre quelqu'un qui y va sans réfléchir à quelqu'un qui réfléchit, mais dans le chapitre 2, ça va être pire, quoi. Alors c'est pour le mieux, parce que le jeu a quand même volonté à maintenant vous faire réfléchir un peu plus. Si vous cherchez le chapitre 2, c'est que vous avez pensé le chapitre 1, ou alors que ce genre de jeu vous intéresse, c'est que vous cherchez un peu de la difficulté, vous cherchez de la réflexion. Croyez-moi, vous allez en avoir. On en a bavé des ronds de chapeau à se faire un tour et se dire attends, moi je l'aurais fait comme ça, on aurait pu le faire comme ça. Principalement dans les zones où les déplacements sont difficiles. Qui joue en premier, dans quel ordre, la portée exacte, attention ce monstre il fait ça, merde lui ramène à la vie mais il va le ramener à la vie parce qu'on l'a tué derrière, c'est un bordel pas possible, c'est hyper drôle. Nous on se fait plaisir à jouer à ce truc là alors que j'ai fait 500 parties, Kevin il en est à plus de 40 je pense, mon frangin il a fait je sais pas combien de temps, et on se fait plaisir à redécouvrir ce truc là, ça nous donne de très 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 bons encouragements pour la suite. On y croit quoi. On y croit sur le fait que, en tout cas, ça va être agréable à jouer si on ne vous loupe pas la narration et qu'on vous fait une histoire qui tient au corps. On est certain que vous allez passer un moment mais super agréable. Donc ça, ce sera pour les runes que vous allez débloquer. Donc ils sont au nombre de 4. Alors bien sûr, toujours en 2 exemplaires ou 3 exemplaires en fonction de la rareté de la rune, comme les autres. Des boucliers, je vais vous en faire un, parce que quelqu'un m'a parlé sur l'encyclopédie, des boucliers qui font des dégâts, tout ça. Donc ça arrive. Je sais même pas si je vous les ai pas fait, je vous les ai pas mis dans les armes, maintenant que j'y pense. À dessiner, est-ce que je les ai mis là? Non, ça c'était pour un petit peu moins. Voilà, donc tous ceux où en fait il n'y a pas de dessin, ce sont des nouvelles. Et vous voyez qu'elles ont toutes un texte en plus, hein. Vous pouvez peut-être pas bien lire, je vais vous en ouvrir une ou deux, mais typiquement ça c'est un truc qui est intéressant pour nous à faire. Brandarson de l'ordre, qui est une espèce de grosse épée, je vous la fais courte, qui est une arme à deux mains qui permet d'avoir un bonus de def. C'est vrai que on a vite tendance à vouloir partir avec un bouclier parce que c'est quand même hyper pratique, hyper puissant. Donc vous donnez des possibilités de travailler différemment avec des personnages qui seront toujours moins efficaces bien sûr que celui qui décide de réduire ses dégâts pour aller chercher une arme à une main et un bouclier, mais donner un peu plus de possibilités à ceux qui ont des armes à deux mains, leur donner un peu plus la possibilité de réduire. Il existe une équivalence en or qui permet non pas d'avoir de la def mais de la réduction de dégâts en plus. Alors on va se retrouver à 4 de red deg, mais on n'est pas à 2 quoi, on n'est pas sans bouclier. Donc voilà, ça va exister et on vous le met en branche. Je pense même que je vais le faire sur une ou deux armes en argent. Je vais voir comment j'arrive à vous rouler ça parce que je veux quand même de la diversité, mais voilà, ça existera, sachant que la diversité n'est pas forcément hyper... avoir des doublons, pardon, c'est pas forcément hyper intéressant d'avoir des armes qui font la même chose, d'autant qu'au chapitre 2, vous allez aller les chercher, vos armes, donc vous allez chercher ce qui vous fait envie, alors pas en or, mais en argent, donc je vois pas l'intérêt de vous faire 3 fois la même chose. Voilà. C'est en réflexion à ce niveau-là, mais voilà. Je vais en prendre une autre. On a par exemple une arme à une main ici, qui est en argent, mais qui tape à 7, donc c'est très fort pour une arme à une main, déjà de taper à 7, ça ne se voit que sur des armes en or, avec des, vous voyez, dex fois, vous allez voir beaucoup de dex fois, dex int, force fois, force int. Il y a principalement de ça qui débarque. Il y a quand même des trucs pour faire plaisir à vos anciens personnages, bien entendu, mais principalement, nous, le but, c'est quand même de combler ce trou-là, parce qu'il y a des personnages qui arrivent sur cet axe-là, et il faut qu'ils aient des possibilités. Du coup, là, par exemple, là, elle inflige 7 points de dégâts, par contre, sur un échec critique, on se prend une mandale à 1, donc ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut arriver, il faut faire gaffe à ça. Je vous fais des petites trucs en or un peu pété. Tiens, on peut partir là-dessus par exemple, cette arme qui tape à 7 à distance, donc un peu moins fort que certaines armes existantes. Je vais peut-être même la passer à 6, je suis en réflexion. Non, parce que la foi est à 12, donc c'est quand même une arme de niveau 5 bien tassée, voire niveau 7. Par contre, le porteur ne peut subir corruption, donc je suis immune à la corruption quand j'ai cette arme chez moi. Alors bien sûr, il manque plein de dessins forcément. On en fait une petite dernière ou deux, allez. Qu'est-ce qu'elle dit? Réduit les dégâts de 2, typiquement voilà, l'arme à deux mains qui réduit les dégâts, qui est en force foi, donc qui est une super arme de paladin, donc pour permettre par exemple au paladin de partir en arme en gros bourrin à deux mains. L'âme du gardien, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Inflige 7, alors je les connais pas toutes, je les ai créées en une après-midi, donc il y a peut-être des faux d'ailleurs. Inflige 7 points de dégâts à la lame du gardien, Dex Force, sur un jet d'attaque supérieur égal à 16, retire un jeton affaiblissement sur un allié ou un porteur, donc on peut guérir l'affaiblissement avec ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pieu du golem.
Alors ça me fait rigoler. Je pense que vous allez arracher le pieu du golem de Silex, ceux qui l'ont vu, le monstre, et vous allez vous en servir comme une arme de bourrin. Ça va être un pic. J'ai très envie de voir utiliser ça, qui fait hémorragie 1 et 9 points de dégâts. Donc ça, c'est quand on en a rien à foutre d'y aller mollo. Qu'est-ce qu'on peut se trouver d'autre? Une petite dernière pour le plaisir. Ciseaux de la lune, marteau, orbe céruléenne. Le porteur ne peut subir affaiblissement. Voilà, donc ça c'est l'équivalent intelligence du foie qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on remballe un petit peu tout ça. C'était pour votre plaisir à vous parce que vous l'avez bien mérité. Vous voyez qu'il y a plein de trucs qui débarquent par chez vous et j'espère que tout ça va vous botter à mort. Nous, on a hâte. Maintenant que je sais qu'on a le budget, d'ailleurs un budget qui a complètement changé la manière dont on a fait les choses parce que voilà, on avait prévu de refaire 1000 boîtes chapitre 2, peut-être 500 chapitre 1 et en fait au vu des chiffres là, on est parti pour réimprimer 2000 chapitre 1 et 2000 chapitre 2, ce qui fait en fait que en gros tout ce que vous devriez nous donner, tout ce qu'on a fait dans le mois là devrait partir et en gros écraser toutes nos charges de commandes, de paiement bien sûr de Colline, de ceux qui font les dessins, qu'est-ce qu'on a d'autre bien sûr, la TVA, taxes, transport, tests européens pour être aux normes bien entendu, toutes ces choses là, voilà, ça va partir dans ces charges et en gros on devrait se retrouver à la maison avec 4000 boîtes de jeux. Va falloir déménager de stock parce qu'en fait ça a explosé, qu'on n'aura plus la place, donc va falloir probablement faire un petit décalage de salle, voilà. Donc on est très content parce que nous ça change la manière dont on voit les choses et on y va avec une certaine sérénité. Les armures, je vous ai fait des armures en plus, hein, c'était débloqué aussi aux 60 000. Je vous parlerai de ça après parce que c'est un cas un peu particulier, mais voilà, en gros les armures qui débarquent sont là pareil pour vous faire résister aux effets corruption, brûlure, etc. Donc en gros ça va être des armures en tissu, ces équivalents d'armures en tissu, mais vous permettant aussi de ne pas subir d'affaiblissement, de brûlure, de poison, il y a le voisin qui les ménage, et de corruption. Donc les armures vont être comme ça. Alors, il n'y a toujours pas les dessins bien entendu, si vous voulez voir des dessins d'armures existantes, voilà, ils sont là, mais voilà, tout ça, ça va être fait courant semaine prochaine, une bonne partie je pense. Colline repartira là-dessus, je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire après, à l'heure actuelle. Vous allez comprendre pourquoi on en est là. Alors pour finir un petit peu cette vidéo sur une note un peu plus coolos, est-ce que ça a avancé? Est-ce que je fais un petit coup de refresh juste par curiosité? Alors en vrai le refresh ici est beaucoup plus... non, on est à 554. Donc ce que je dis ça n'aurait pas explosé sur les dernières minutes. Pour parler un petit peu de l'encyclopédie, clairement création des monstres, hein, c'est le prochain dev, ça arrivera dans la semaine je pense. Mardi, mercredi, dès qu'on aura fini ce qu'on est en train de faire, je vous expliquerai après, mais je partirai là-dessus, j'ai déjà fait mes découpes, j'ai pas mal de choses qui sont prêtes, ça devrait aller assez vite. En une demi-journée, je pense que j'ai fini le dev, et après on sera parti, et on verra ce qui sort. Création des variantes de jeu, je pense que vous avez de plus en plus envie de nous créer des variantes de jeu, donc voilà. D'ailleurs j'ai 15 personnes à review, là. Ça marche très très bien, vous nous envoyez, en général je fais entre 40 et 50 reviews de création par jour, des fois plusieurs fois la même, hein, bien sûr, mais voilà, donc des gens qui nous soumettent ce qu'ils ont créé, donc au niveau des créations, ça a pas mal boosté, je pense, les créations. Je sais pas combien on est là, il faudrait s'amuser à faire le cumul, mais on en a un paquet. On a plus de 200 créations. Les salles qui sont venues, ceux qui jouent chapitre 1, qui en ont marre, regardez les salles, il y a des choses qui sont absolument incroyables. Toutes celles qui sont en vert, c'est celles qu'on valide et qu'on pense déjà prêtes à faire feu dans le jeu, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à vous les imprimer à la maison. Je pense que le développement d'un outil qui vous permet de créer des planches de cartes en PDF prêts à imprimer chez vous, vous n'ayez pas à vous amuser avec des logiciels de montage, des trucs comme ça, ça arrivera aussi assez rapidement. Ceci étant dit, je rappelle donc que vous aviez des votes à faire tout au long de la campagne et que ceux qui avaient le plus de votes en héros, armes, armures et objets étaient choisis et allaient être rajoutés dans la boîte. Donc vous avez débloqué aussi ce soir un nouveau personnage, une nouvelle arme, une nouvelle armure et un nouvel objet, et c'est les choses pour lesquelles vous avez voté. Alors on va aller dans l'ordre peut-être du complexe, on finira par les héros parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, comme ça vous êtes obligé de rester, monétisation YouTube, tout ça, non je déconne, c'est pas monétisé. Donc là il y avait un équivalent, il y avait 8 et 8 votes, vous m'aurez dit si t'attendais 2 heures peut-être qu'il y aurait eu, ça serait départagé. En vrai la boussole, alors c'est pas je l'aime pas, l'objet est super, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est validé, le problème c'est qu'il est ancré dans le chapitre 1 et j'aimais pas trop l'idée d'avoir un objet que je vous rajoute dans la boîte chapitre 2 qui soit uniquement fonctionnel pour le chapitre 1. J'avais pas envie de trop dénaturer l'objet non plus, parce qu'on s'est bien sûr quand même permis de renommer les objets, de réécrire le texte, c'est le même effet, hein, l'effet est là, ça ne bouge pas, mais on le réécrit
pour que ça soit bien sûr normalisé par rapport au reste. Du coup, j'ai choisi la sacoche pour objet, que l'on n'a pas du tout appelé comme ça, qui était donc un objet de Lolo. Bravo Lolo21, c'est ton objet qui est choisi si tu regardes cette vidéo. Mouah. Un objet simple mais fonctionnel. Donc je l'ai créé avec Kevin, le gars qui vient nous aider ce mois-ci. La musette enchantée, qui est une espèce de sac. Vous pouvez porter la musette enchantée comme un emplacement d'objet consommable supplémentaire. Donc en fait, je vais rajouter d'ailleurs, hop, je vous mets en live, ne prend pas d'emplacement d'objet. Un truc un peu comme ça, ne prend pas comme ça, probablement. Il ne prend, j'imagine. Petite vérification, conjugaison en live, attention, on est dans la peau d'un créateur de jeu. Il prend, bon moi il n'y a pas de S, conjugaison, on est bien d'accord, mais vaut mieux vérifier 15 fois parce qu'on fait des conneries. Vous pouvez porter la musette, d'ailleurs c'est en italique, je ne sais pas pourquoi, vous pouvez porter la musette enchantée comme un objet, donc en gros ça vous fait un emplacement d'objet supplémentaire. Pas gras par contre, mais j'ai l'impression que c'est italique. Non, c'est pas italique, c'est moi qui tripe. Un emplacement d'objet supplémentaire. Donc vous payez 4, mais par contre votre héros a un emplacement d'objet supplémentaire. Alors pour l'aventurier par exemple, qui va pouvoir lancer les objets sans perdre son tour. Pour le brigand qui ont toujours besoin d'avoir de la place, ça va être un objet qui va avoir son utilité, c'est sûr. Je sais pas dans le chapitre 1 dans quelle mesure les gens par contre vont prendre le temps d'investir dans ce truc là, à voir, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui vont permettre aussi de créer des objets, l'éclaireur qui arrive avec ça, vous avez le prodigue qui permet de faire un peu comme le brigand dans une manière un peu différente, il y a pas mal de choses qui arrivent, donc je pense que les objets vont être en plus grand nombre pour pallier à la puissance des monstres intermédiaires, donc je pense qu'il va avoir quand même son utilité, probablement moindre par rapport au chapitre 2, mais il aura son utilité cet objet c'est sûr. Donc la musette enchantée est débloquée, ça c'est fait. Ensuite on a fait bouclier, donc il y avait une armure de débloquer qui était la robe d'archimage. Alors robe d'archimage, donc elle est à 10 votes, alors là je me pose même pas la question, elle déroule tout le monde de loin. Bash qui avait il me semble déjà gagné un tournoi de héros, donc qui nous fait des créations qui sont aussi très très bien Bash. D'ailleurs il faudrait qu'il le régénère parce que là c'est pas hyper bien écrit, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Réduit, alors ça c'était son texte, réduit la def du porteur à 0, réduit le coût des capacités de 1 hand. Donc en gros toutes les capacités du mec qui a cette armure coûtent 1 endurance en moins. Le magicien par exemple, projectile magique pour 1 endurance. On avait plusieurs problèmes avec cette robe, donc on a récupéré son idée. Donc en gros vous allez avoir une robe qui a un fonctionnement qui est concrètement le même, mais bien sûr un peu plus équilibré. Elle est armure cape de séparation, on l'a appelé, la cape de séparation, qui ne réduit donc pas la def uniquement, mais maintenant la red deg aussi à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a des boucliers qui vont débarquer, qui vont permettre aux gens, notamment aux magos, en foi ou en intelligence, d'avoir maintenant des boucliers. Ce qui veut dire concrètement que vous pouvez avoir une réduction de dégâts avec un truc en main droite, et ça veut dire que cette armure, si vous pouvez déjà compenser avec un bouclier, finalement sa contrepartie n'était pas si haute. Moi ce que je veux c'est que cette armure, ok, parce que vu que réduire le coût des capacités de 1 c'est complètement pété, il faut reconnaître, ça va faire des boules de feu de pyromancien à 1 d'endurance, c'est extrêmement fort. Il s'est passé plusieurs choses. La première c'est qu'en fait la def et la red deck sont à 0. Et c'est réduit la red def, c'est pas le réduit de moins 1, moins 2, c'est 0. Donc bouclier ou pas, vous êtes à 0. Si vous mettez ça, 0, 0, vous partez en mode Slibar. Par contre, vous avez cet effet qui est extrêmement fort. Vous avez des personnages qui vont pouvoir composer avec, et vous avez des personnages qui vont pouvoir défendre d'autres personnages quand ils décident de prendre ce truc-là. On a aussi changé un truc, c'est que réduit le coût des capacités de 1 hand ou 1 vite, parce qu'il y a des gens qui payent avec la vitalité, notamment la chamane, mais vous me dites la chamane elle est en foi, par exemple, donc c'est plutôt une cape d'intelligence qui nous était proposée ici. Effectivement, si vous faites attention, ici il y a un petit ou qui s'est baladé, il faudra 10 en foi ou 10 en intel uniquement pour la porter. Donc en gros l'idée c'est que pour nous cette cape là peut servir à tous les distances magiques qui veulent aller chercher ce truc là. Donc ça peut être un build complètement efficace pour tous ces gens là. Donc vous voulez que ça soit ou l'un ou l'autre, sinon ça aurait été intel et foi et on aurait été galéré au niveau de l'équilibrage. Donc là en gros à peu près tout le monde qui a une foi entre 6, 7 ou une intelligence entre 6 et 7 ou plus peut aller chercher ce truc là assez facilement avec quelques niveaux et une rune. Du coup on peut tenter le build cap de séparation.
Par contre, ça peut très bien être un combo avec une arme à une main qui vous mettrait de la def ou un truc comme ça. Il y a largement moyen de faire des trucs. Sachant que comme ça vous coûte moins cher en endurance ou en vite, du coup vous pouvez investir dans d'autres caractéristiques, etc. Donc voilà, je pense que ce truc là va pas mal être intéressant à jouer. J'ai hâte de voir ce que vous en faites. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr une arme qui a été débloquée, qui est le marteau du forgeron, d'ailleurs, qui va avec l'arme, enfin le héros pardon, qui a été débloqué, qui s'appelle le forgeur, mais nous on les a séparés, pour la simple et bonne raison que l'effet de ce truc là est complètement pété, donc on l'a réécrit un petit peu et on l'a mis en arme gold. Du coup le forgeur ne démarre pas avec cette arme là, il démarrera avec une masse parce que sinon c'est complètement pété. Cette arme là, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous montre la version réécrite. Donc là en gros elle faisait 4 points de dégâts et cette arme permet de réparer l'usure. Alors le problème qu'on a avec ce texte là, c'est qu'il manque un peu de corps. On ne savait pas dans quelle mesure, c'est pas du tout ça. Je l'ai déjà ouvert tout à l'heure. Marteau de Telluria, on l'a appelé. Alors Telluria, pour ceux qui lisent un petit peu le lore, une fois de plus, je vous encourage à aller sur l'encyclopédie dans ce genre de cas. Vous allez ici, vous tapez Telluria, vous allez tomber sur une ville, donc une ville qui est positionnée ici sur la carte. Ça vous explique qui sont ces gens-là. C'est des gens qui vivent dans ces plaines rocheuses dans lesquelles rien ne pousse. L'intégralité de leur bouffe vient de ce qu'on leur échange, et on leur échange des tas de choses parce qu'ils ont l'intégralité des minerais de la région qui passent par chez eux. Les armures, les meilleures armes, tout est fait chez eux. L'armure en sombre fer vient de chez eux. Donc vous avez énormément de choses à apprendre sur l'encyclopédie, découvrir cet univers. Je pense que vous avez moyen de vous marrer et de vous faire plaisir et de commencer à vous plonger dans ce truc dans lequel vous allez évoluer dans pas si longtemps que ça. Maintenant ça va aller très très vite. Surtout ceux qui sont parents savent qu'ils auront cligné des yeux, que le chapitre 2 sera déjà sur leur genou. J'arrive donc ici, marteau de Telluria. Donc voilà pourquoi on a mis Telluria, simplement parce que ça va être un marteau de grande qualité, de forgeron, mais de forgeron de qualité, pas du forgeron pignouf du fin fond de la Cambrousse. Force 9, 8 dex, ça reste quand même une arme qui inflige que 5 points de dégâts. Donc c'est beaucoup de points investis pour 5 points de dégâts. Par contre, elle permet à n'importe quel moment de retirer de l'usure d'un allié adjacent pour un cristal. Alors du coup, elle permet donc de réparer les trucs avant qu'elle se pète. C'est une arme à une main. En plus, vous allez avoir maintenant la possibilité, il va falloir le savoir, de changer d'équipement en combat. Ça prendra un tour, mais même hors combat. Du coup, porter du matos à côté et le prendre pour s'en servir en cas de besoin, le marteau peut totalement rentrer dans ce genre de configuration là, quoi. Donc il servira à ça, ça sera une arme qui permettra de réparer l'usure de celle des potes, donc de commencer à aider à contrebalancer les effets négatifs. Il y a plein de trucs qui permettent de jouer à ça. Donc avoir une arme qui permet de faire ça, je trouvais l'idée hyper intéressante. Je suis assez content que ce marteau ait gagné. Ça me fait bien plaisir. Et ensuite on arrive sur mon petit chouchou et je suis assez content aussi que ce soit le forgeur qui gagne. Alors il y avait le briseur du temps qui était pas loin derrière, qui s'est fait bouffer sur la fin. Le médecin de peste aussi était pas mal, mais je le trouvais un peu plus classique. Le médecin de peste, c'était du soin ou retirer un effet négatif. C'était pas foufou. D'un point de vue originalité, ça me faisait pas rêver sur le fait que ce personnage-là, tu te dis ok, je vais le prendre parce que il fait ce taf-là, quoi. Il était à mi-chemin entre un guérisseur et un seller. Il faisait un peu le taf d'autres trucs sans apporter quelque chose d'incroyable. Donc je trouvais pas foufou. Par contre, le forgeur, lui, me faisait rêver parce que c'est un défenseur support. D'ailleurs, c'est sa version à lui. Je vais vous montrer bien sûr notre version à nous. En gros, il avait deux compétences. La première qui vous permet de craquer, de casser, de défausser des objets dont vous n'allez pas vous servir pour aller chercher un objet dans la pile qui vous fait envie, même en live et même en or, ce que vous voulez. Donc en gros, surtout dans le chapitre 1, chapitre 2, ce sera un petit peu moins vrai, mais ce sera toujours vrai pour les objets en or, mais sinon, il y aura effectivement la possibilité de dire ok, on a 3 dagues, on les balance et on va chercher le Claymore du Raïs, les gars, quoi. Alors c'est des cristaux qui ne sont pas utilisés pour autre chose, c'est une ressource utilisée, il peut l'utiliser que hors combat, ça lui coûte 3 d'endurance. D'ailleurs c'est même plus cher, hein, on a augmenté, vous allez voir, mais voilà, ça c'était sa version. La compétence de niveau 5 pour lui, c'était effectivement de pouvoir booster les dégâts d'une arme de quelqu'un, d'un allié ou d'une de ses armes, donc quand même lui aussi on est bien d'accord, hein, ou d'un allié, ou alors de réduire les prérequis d'une arme, c'est-à-dire qu'une arme vous ne pouvez pas la porter parce qu'elle n'avait pas les prérequis, vous pouvez réduire les prérequis de 2, donc du coup vous allez pouvoir aller la chercher. Alors ça me manque un petit peu de reformulation parce que bien sûr il y a des questions qui se posent. Et un autre passif, le forgeur peut porter les armes à 2 mains comme s'il s'agissait d'une arme à une main. J'ai hâte de voir quelqu'un me tester un build bourrin avec 2 armes à 2 mains
et la capacité de niveau 1 ambidextrie et mettre des mandales avec une hache du Arai, c'est je sais pas un brise-garde, enfin un briseur d'os ou un truc comme ça. Ça va mettre des mandales à 21. Ça va être jouissif de voir ce mec se battre, je pense. Qu'est-ce que ça donne niveau personnage? Alors bien sûr, il n'y a pas le dessin. Ça a été fait il y a plus ou moins une demi-heure avant que je filme. C'est parti, compétence de niveau 3 réécrit, donc elle est passée à 4 d'endurance. Sachant qu'il a 6. On veut que ce soit cher, pourquoi? Parce qu'on veut pas que les gens puissent le spammer. Je veux pas que ça soit un don d'armes à l'arrache et que tout le monde soit équipé en moins de 2 allers-retours. Je veux qu'il y ait quand même une réflexion derrière. Au passage, son texte à lui disait que on défausse des équipements et qu'on peut aller chercher une arme d'une valeur égale à la valeur des équipements défaussés. Donc si par exemple je tombe, je sais pas, sur la masse du miel, qui est une masse qui vaut 3, je la défausse, mais j'en ai pas besoin, donc je vais récupérer un arc qui vaut 3, parce que j'ai défaussé 3 pour 3. Ça me dérange pourquoi? Parce que ça le rend beaucoup trop fort. En fait, ça va être une question de prix de vente. Donc à 1, en fait, vous défaussez autant d'armes, d'équipements que ce que vous avez pour aller chercher. Donc si je défausse 3 équipements, je peux aller chercher un truc qui a une valeur de 3. En gros, ça va être ça. Parce que sinon, ça fait vraiment trop... Il n'y a plus aucune notion de j'ai pioché un truc qui ne me plaît pas, je m'en fous de toute façon. Et je le transforme de 1 pour 1, quoi. Et c'est triste. Du coup, voilà pourquoi il peut maintenant quand même aller chercher l'équipement qu'il veut absolument péter. Mais très drôle, je pense. Adresse de l'artisan, et ça n'a pas changé. Les armes à deux mains et les prérequis. Je pense que je vais réécrire un petit peu ça parce que ça pose des petites questions sur quel prérequis descend au réduisant. Je vais peut-être mettre simplement en fait un des prérequis de 2. Et en fait, la question ne se pose plus. Une arme ne peut être améliorée, donc après il y a des petites fautes, j'ai pas relu le texte, on l'a principalement copié-collé quand même, voilà, améliorée, donc il faudra relire tout ça bien sûr. Une de ces armes ou celle d'un allié, ça me va, lui offrir un bonus de dégâts, ok, sympa. Donc ce personnage, je pense, va être un plaisir à jouer. Donc on a 2 dessins à faire, puisqu'on a bien sûr un nouveau monstre d'ailleurs que je ne vous ai pas montré, que vous verrez pas d'ailleurs, tiens, parce que je fais un peu ce que je veux en fait. Du coup voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'allais vous dire. On pourrait parler très rapidement pour finir, et ceux qui sont encore là, des statistiques. Vous pouvez voir par exemple, et je pense que c'est assez symptomatique ce qui se passe là. Je vais faire un ultime coup de rafraîchissement de notre communauté. Donc en fait on a des stats de combien de gens, ça c'est quand les gens ont pledgé, quand les gens ont contribué. On voit par exemple qu'on a décollé, donc on a fait 268 contributions le premier jour, puis une centaine de contributions le deuxième jour. Donc on a fait 360 contributions en 2 jours. Et après, une montée constante, où on a fait 200 à peu près contributions, puisqu'on est 360 à 200, 550, voilà, il en manque un petit peu près de 200. Donc ça veut dire que vous voyez qu'il y a une courbe ici qui est finalement assez molle. Ce qui veut dire en gros ce qui se passe, et en fait ça se voit sur la manière dont vous communiquez avec nous, dont vous êtes impliqué au niveau de l'encyclopédie, le fait qu'on voit beaucoup les mêmes personnes aussi qui commentent, des gens qui se répondent entre eux quand il y a des problèmes de règles, sur les recrues de l'ordre de veillelle, vous êtes nombreux à nous dire bah là je suis en train de jouer, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, j'ai reçu tel truc, merci Paria, merci à tel joueur de m'avoir donné le tips, etc. Vous êtes hyper mobilisés autour du projet, vous êtes pas nombreux, on est 1100 je crois sur la page, peut-être 600 à l'heure actuelle sur les recrues, un petit peu moins, entre 550 et 600. Mais ce nombre, aussi peu soit-il par rapport à d'autres jeux qui font des millions, vous êtes hyper derrière nous en fait, parce que la plupart d'entre vous, dans les 48 premières heures, vous étiez là. Vous étiez là pour nous filer de l'argent, vous étiez là pour nous soutenir, pour nous montrer que vous étiez là. C'est-à-dire, on aurait pu suer et se dire, oh là, on a fait que 5000, voilà. En fait, on était tranquille au bout de 10 minutes, on a dit, c'est bon, on est large en fait. On n'a même pas besoin de paniquer, ça nous a détendu. Alors il y avait quand même le truc, putain ça fait beaucoup, mais on n'avait plus besoin de paniquer, on était détendu, on voyait que on était soutenu. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de vous nous montrer que vous êtes là au quotidien. On reçoit, je ne vais pas vous les montrer parce que je ne peux pas nommer des gens, mais je reçois des mails, des fois des pavés, je dis oh là là, des questions, et en fait c'est juste pour me dire merci les gars, quoi. Vous êtes, ce que vous faites, ça me parle, c'est familial, c'est fait à la maison, ça se sent. Vous êtes hyper cool avec les gens, ça sent aussi, ça fait du bien aussi dans le paysage ludique de voir que vous êtes là et que vous êtes là physiquement. On peut parler avec des vrais gens. Enfin, vous nous dites bonjour des fois, vous nous voyez, on dit salut, comment ça va. Je veux dire,
on n'est vraiment pas en prise de tête. Enfin, le monde du jeu de société, tout le monde est des crèmes, tout le monde est hyper sympa. Je vois pas l'intérêt de créer des barrières, des choses comme ça. Du coup, vous nous soutenez parce qu'on vous offre notre humanité, ce qu'on est, et du coup, vous nous offrez ce que vous êtes, et du coup, ça s'en ressent sur la courbe qui monte cul sec. Et là où ça pêche probablement un peu plus de notre côté, donc là, c'est plutôt nous qui chions, c'est qu'on voit qu'on a du mal, par contre, à galvaniser à l'extérieur de notre groupe. C'est-à-dire que le cercle augmente de manière naturelle, quotidiennement. Tous les jours, il y a des gens qui se rajoutent aux recrues, des machins, 2-3 personnes, mais c'est pas des chiffres qui explosent. On n'a pas des gens derrière nous qui débarquent de l'extérieur sans trop en connaître. Bien sûr, il y en a qui ont pledgé ici, qui ne connaissent rien ou qui nous ont découvert. Bien sûr, on en a vu des tonnes, mais c'est pas ce qu'on fait de mieux visiblement, puisque la courbe finalement s'écrase hyper vite et ne fait que monter après naturellement. J'imagine principalement par le bouche à oreille, par le fait que vous nous maintenez, vous parlez de nous sur certains forums, je le vois sur les trick-track, les codes, les machins, tout ça, vous parlez nous sur les groupes Facebook. Ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui posent des questions et que vous prenez la peine d'aller répondre, de dire voilà, l'heure de veillette ça me plaît, si t'aimes ce genre de jeu ça va te plaire, si t'as peur de rejouabilité t'inquiète pas, tu vas pouvoir le ressortir ton jeu, si t'as peur que ça soit trop simple, les gens vous répondez, vous êtes là pour nous défendre, c'est plus à nous de le faire, ça nous donne de la légitimité et ça permet au groupe de grandir. Donc si vous faites ça, merci à vous ceux qui le font, merci à tout ça, vous êtes vraiment des crèmes. J'ai même plus les mots en fait pour vous dire merci, j'ai l'impression que je vais me répéter et que ça va perdre en valeur, mais clairement c'est ça. Du fond du cœur, on a le trafic direct, donc après on a les statistiques à peu près de où vous venez. On voit par exemple trafic direct, donc c'est les gens qui nous ont recherché, je crois direct, la recherche aussi, donc ça c'est concrètement les gens qui vont nous chercher directement. Tout ça c'est envoyé par mail, Profile Save, Project Live, google.com, donc ça c'est tous ceux qui nous recherchent directement par nom. Push notification, donc ça va être ceux qui passent par le téléphone qui s'était mis des notifs. Voilà, ça c'est à peu près tous ceux qui ont été nous chercher directement, et si on fait les calculs, on est à 20, 36, même 37, 38, 46, 50, on se fait pas chier, 53, allez 60, presque 70% des gens sont venus parce qu'ils nous connaissaient ou qui cherchaient directement le projet. Ceux qui sont tombés dessus par hasard ou qui sont arrivés par d'autres sites de machin, youtube.com par exemple, c'est que cette personne quoi. C'est-à-dire ceux qui cliquent sur la notif, la petite description de YouTube, ils sont finalement pas si nombreux. Alors après, il y a peut-être qui regardent la page YouTube et qui après vont taper sur... Voilà, c'est pas toujours facile de voir, mais voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était rendu compte, par exemple, que se faire chier sur 15 millions de forums à maintenir, à répondre, et que ça nous prend un temps fou, en fait, c'était pas rentable quand on regardait les stats du premier mec, du premier Kickstarter, sur les 250 personnes, ils étaient peut-être 10-15 à venir directement en ayant cliqué sur d'autres forums, des liens de forums avec l'URL qui était décrite. Donc du coup en fait nous on se dit qu'il y a l'intérêt d'avoir perdu peut-être 20 heures, 30 heures dans le mois à faire que ça, à cliquer partout, répondre aux gens, essayer de se faire expliquer, se faire comprendre pour gratter 10 personnes, alors qu'en fait on a d'autres médias qui marchent très bien. En fait c'est dans ces moments que tu as envie d'optimiser, de te dire, les gens me disent allez sur tel site, on me dit oui mais en vrai, si je fais ça là, ça va me ramener 10 personnes. Si je le fais là, pour le même temps, ça va peut-être me ramener une. Alors, ça me fait toujours plaisir d'avoir une personne en plus, bien entendu, mais c'est pas un temps, au bout d'un moment, qu'on peut allouer. Parce que nous aussi, on est limité dans ce qu'on peut, dans le temps qu'on a dans chaque journée, quoi. Là, il est 17h43, après j'ai plein de trucs à faire, il faut que je vous fasse les modifications d'image, tout ça. Peut-être qu'à 20h, 21h, ce soir, j'y suis encore, quoi. Donc, du coup, voilà. Vous êtes taquet. Ça pour dire vous êtes taquet et ça fait grave plaisir, merci. Et après on a du mal, il faut peut-être réfléchir à ça. Si quelqu'un a des idées, si quelqu'un est BTS commercial ou fait de la com au quotidien, contactez-nous et dites-nous concrètement si vous avez une idée, un truc qui peut faire que le projet se développe encore plus, sans perdre notre âme, sans perdre des trucs comme ça, parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça. Mais voilà, peut-être là je vous parle, peut-être vous parlez dans un autre format, peut-être vous parlez jeux, comme il y a des youtubeurs qui font, peut-être tout un tas de choses, je sais pas. Mais si quelqu'un a des idées, voilà, nous on n'est pas commercial pour dessous, on est juste humain et passionné. Je pense que ce sera des termes qui nous définiront le mieux. En tout cas, ce sera mon épitaphe le jour de mon décès. Voilà, donc on a vu ça, on a vu les créations, ça fait 48 minutes que je vous bassine, allez je m'arrête là, je vais m'apprêter à vous changer vos images pour que quand vous arriviez et que vous receviez cette magnifique vidéo, vous soyez prêts.
Je vais la mettre en traitement sur YouTube. Je vous fais des bisous si vous m'avez écouté jusque-là. Comme je dis toujours, bonne soirée, des gros poutous, coucou les loulous, tout ça c'est moi. Amusez-vous bien, j'espère que le chapitre 2 vous plaira. Alors, si je le dis rapidement, les commandes sont pendant une semaine en stand-by. Parce que Frangin est en vacances et que j'ai pas envie de faire de conneries, c'est principalement lui qui gère ça, donc je vais pas pousser les commandes alors que voilà, c'est son taf. Donc je réponds aux gens, je leur dis attention stand-by et on va pas commencer les envois avant quelques temps. Il va se passer des trucs avec le pledge manager, des choses comme ça, je vais revenir vers vous. De toute façon les actus vont continuer de tomber sur le Kickstarter parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Mais voilà, concrètement, on en est là, je vous fais des poutous, amusez-vous bien. 50 minutes si vous êtes déjà arrivé jusque là, vous me dites le mot spaghetti dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à 50 minutes et que vous êtes des tarés. Des gros poutous, amusez-vous bien.